Alors, l'impression par rapport à la conférence de presse de Moupapa? Mais c'est un candidat déclaré, pas encore confirmé. Il faudra attendre la réalité des choses. C'est-à-dire quand les élections auront lieu, ce qui n'est pas évident. Si elles ont lieu, est-ce qu'il sera retenu? Ce n'est pas encore évident. S'il est retenu et s'il sera élu, ce n'est pas évident non plus. Donc il y a plusieurs, n'est-ce pas, obstacles. Il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse, mais il a au moins l'avantage, le courage de se positionner et de se déclarer publiquement. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de commentaires. Il faut attendre parce que nous sommes en plein inconnu. Vous êtes assez pessimiste par rapport à la RDC aujourd'hui et pourtant il y a l'enrôlement, on voit l'enrôlement. Dites-moi, pour vous, c'est une mise en scène? Je ne suis pas assez pessimiste, je suis totalement pessimiste. Je ne crois pas que les élections auront lieu, ni les élections législatives, ni l'élection présidentielle, ni cette année, ni en 2018, ni jamais. Je ne crois pas qu'il y aura... Quel est l'élément qui vous fait croire à cela, enfin l'indicateur? L'indicateur, c'est que le pays est occupé militairement et ethniquement. Je suis désolé, mais il y a 545 officiers Tutsis rwandais dans les FARDC. Il y a 545 officiers Tutsis rwandais dans les FARDC et pas un seul officier Hutu rwandais. Notre pays est occupé militairement et ethniquement. On veut organiser l'élection. En France, la France a été occupée par l'Allemagne. Les troupes allemandes ont marché sur la France pendant 5 ans. Hitler, De Gaulle n'a pas organisé l'élection en 1945. On chasse l'occupant par les armes et non pas par l'élection. Alors, donc, quand vous voyez cette rébellion en gestation dans le Kasaï, pour vous, c'est une aubaine pour la RDC? Mais ce n'est pas une rébellion. Le territoire de Kamwena Sampo a été vendu par Kabila aux multinationales minières. On demande aux gens de Kamwena Sampo de dégager, de quitter le territoire de leurs ancêtres. Ils se révoltent. Ce n'est pas une rébellion. J'ai suivi les commentaires des médias belges ici. Comment la Belgique, qui est censée être la puissance qui connaît le mieux le Congo, peut laisser les médias belges raconter qu'il y a une rébellion sur la Kamwena Sampo? C'est des gens qui se battent pour conserver leur terre, la terre de leurs ancêtres, dont on veut les chasser pour aller les installer on ne sait pas où, parce qu'on a découvert de riches gisements de diamants dans la terre de Kamwena Sampo, et ce sont les multinationales qui sont derrière et personne n'en parle. On parle d'une rébellion, il n'y a jamais de rébellion là-bas. Parce qu'on a assassiné Kamwena Sampo, qui fut un médecin, qui est venu prendre la place de son oncle mort, et selon le droit coutumier, c'est lui qui devait le remplacer. Il a quitté son poste de médecin en Afrique du Sud pour rentrer chez lui, prendre les fonctions de chef coutumier. Quand il arrive là-bas, il est contesté par le gouverneur du Kasaï occidental sur ordre du président Kabila. Il est assassiné. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Où est la rébellion là-dedans? Où est la rébellion? Et ce qui se passe au Kasaï occidental, c'est déjà passé au Kivu. Il n'y a plus de chefs coutumiers congolais bantous dans le Kivu. Ils ont tous été massacrés et remplacés par des chefs coutumiers de pacotille. Donc on touche à la chair même du Muntu congolais, c'est-à-dire au chef coutumier qui est le garant de l'identité, le gardien des coutumes et de la terre, et on est en train de les massacrer, de les remplacer par des chefs coutumiers de pacotille. C'est le destin du Congo qui est en jeu aujourd'hui. Donc à Kamwena Sampo, il n'y a pas de rébellion. C'est tout simplement une manœuvre orchestrée par les multinationales qui ont confisqué les terres de Kamwena Sampo, parce qu'on a trouvé des gisements de diamants, et maintenant qui veut déplacer la population pour les installer, je sais pas, en Angola. D'où évidemment aussi l'intervention de l'Angola, parce qu'il y a un afflux de réfugiés qui est parti en Angola et qui déstabilise évidemment, qui sème l'insécurité. D'où la mobilisation des troupes angolaises. Donc il n'y a pas de rébellion. C'est un groupe de paysans qui luttent, qui meurent pour la protection, la conservation de la terre héritée de leurs ancêtres. Alors pour vous, l'assassinat, c'est des observateurs de Nations Unies mis sous silence. Donc ça montre bien qu'il y a de complicité des Nations Unies ou de grandes puissances. Mais les deux envoyés des Nations Unies, d'abord, ils sont partis sans protection aucune. Ça, c'est un de deux. On prétend que ce sont les Kamwena Sampo qui les ont assassinés. Mais on entend clairement dans la bande, dans la vidéo montée de toutes pièces par le gouvernement en place à Kinshasa, on entend des gens s'exprimer en lingala. Mais à Kamwena Sampo, dans un coin perdu du Kasaï occidental, qui parle lingala là-bas?
Donc, il est de toute évidence, ce sont des gens qui ont été habillés en civil, mais c'était des militaires habillés en civil qui ont commis ce double assassinat. Donc, c'est un montage, c'est une mise en scène lamentable pour faire endosser sur les Kamwina Sampo l'assassinat de ces deux experts des Nations Unies qui ont été lâchement assassinés et mutilés en plus. Donc, le crime est signé. Le crime est signé, mais jusqu'à présent, jamais il n'y a eu de problème là-bas depuis que le Congo est indépendant. On n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Pourquoi brusquement ce problème surgit? Il vient d'où? D'où vient ce problème? C'est tout simplement parce que les multinationales minières veulent s'emparer de ces terres. Le gouvernement à Kinshasa, le ministre des Mines, a déjà vendu les terres de Kamwina Sampo. On veut déplacer la population de Kamwina Sampo qui résiste, qui refuse et qui se bat et qui meurt. Et ça, c'est un droit inaliénable. Ces gens vivent sur la terre de leurs ancêtres et ils sont prêts à mourir pour conserver la terre de leurs ancêtres. C'est tout. Et les Nations Unies n'ont pas compris. La MONUSCO est présente. Pourquoi la MONUSCO n'est pas partie elle-même? Pourquoi faire venir des gens venus on ne sait pas d'où? Des jeunes gens d'une vingtaine, une trentaine d'années qui ne connaissaient rien des réalités congolaises. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le Congo est confronté à une crise de nature ethnique. Alors, si vous traitez une crise ethnique avec des solutions politiques... Pouvez-nous définir un peu cette crise en un mot? Mais c'est qu'aujourd'hui, le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsis rwandais. Kabila est un Rwandais, ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, une honte. Kabila est un Tutsi rwandais, qu'il rentre au Rwanda. Même chose avec des Sengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batété qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas des Batété la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantous. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois qui c'est. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batété là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwina Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais,
que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de tout l'armement des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 20 personnes qui meurent, ça va faire beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison de pas raison. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo. Regardez ce qui se passe au Kamwina Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsiland. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le Congo est confronté à une crise de type ethnique. Le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Et il y a eu 4 génocides au Rwanda. 4, pas 1. Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par l'AFDL. Et l'AFDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, toutes rwandaise. Maintenant, on le voit. N'est-ce pas? Et Kabila, c'est quoi? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République. C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous et qui, 3 ans et demi plus tard, devient président de la République. Je connais ici en Europe, et particulièrement en Belgique, des Congolais qui vivent ici depuis 10 ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. Et au Congo, depuis que Kabila est là, ça fait maintenant plus de 15 ans, les Congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ça signifie quoi? Mais c'est une monstruosité, ça signifie que l'État congolais ne reconnaît pas ses citoyens. Donc on n'a plus aucun droit au Congo. Si vous avez une maison, on peut vous la confisquer, puisque vous n'avez pas de carte d'identité, l'État ne vous reconnaît pas, vous n'avez pas de carte d'identité. Comment expliquer qu'on fasse des élections? On a parlé d'élections, mais il fallait commencer par là. Comment expliquer ce grand mystère? Le Congolais n'est protégé par aucune loi, puisque nous n'avons plus de carte d'identité. L'État ne vous reconnaît pas. Donc vous n'avez aucun droit. Ni le droit à la vie, ni à la nourriture, ni à vous marier, ni à la possession d'un bien quelconque. L'État peut vous le confisquer parce qu'il ne vous reconnaît pas. Il ne vous connaît pas. Voilà où en sont les Congolais aujourd'hui. Et on nous distrait avec l'élection présidentielle, le conclave et tout ça. Alors quand vous parlez de conclave, vous parlez des élections, vous parlez de dialogue, vous pointez du doigt quelqu'un, l'UDPS, le Rassemblement, et ils sont complices de ces glissements. Mais mon cher ami, lorsqu'un pays est occupé, que vous faites de la politique, vous êtes complice. Lorsqu'un pays est occupé, comme la France le fut, au mois de juin 1940, eh bien tous les partis politiques français se sont dissous. Okay? Et ils ont pris le maquis. C'est ce que l'UDPS aurait dû faire. C'est ce que le palou du vieux Antoine Guézin aurait dû faire. Et les UDEMO et tous les politiciens congolais auraient dû prendre le maquis pour combattre l'occupant. Donc en cas d'occupation, si vous faites de la politique, vous êtes complice de l'occupant. Point barre. C'est une loi universelle et le Congo ne va pas faire exception. Donc, et on a bien prouvé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution puisque nous sommes au point de départ. Le mandat de Kabila est terminé depuis le 19 décembre 2016. Aujourd'hui, Kabila est un produit périmé. C'est un président de la République périmé, il n'est plus consommable politiquement. Mais il est là. Qui va le faire partir? Personne. Parce qu'il règne par la force, par la terreur. Il est soutenu par nos concitoyens, le peuple congolais, les politiciens congolais. À l'occurrence, vous avez parlé des gens de Rassemblement qui ont fait cet accord de Saint-Sylvestre. Mais d'abord, de quel droit? Est-ce que c'était constitutionnel? Est-ce que la Constitution congolaise prévoit ce fameux rassemblement? C'est une coterie de politiciens qui se mettent d'accord pour lui donner un sursis, pour prolonger son mandat. Mais il n'y a pas de texte de loi qui institue ce glissement, puisque c'était ça le problème. Ça, c'est un. De deux, ceux qui ont signé ce fameux glissement aujourd'hui, notamment, ont été tous roulés dans la poussière. Ils ont tous été roulés dans la farine de Bandundu. N'est-ce pas? Donc, il n'y a plus... Donc, aujourd'hui, tous les hommes politiques qui ont accepté le schéma politique se retrouvent le bec dans l'eau. Maintenant que
Étienne Tshisekedi est mort, n'est-ce pas? Pas enterré encore en Kinshasa d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire pour nous les Bantous. Pour parler en lingala, Ndenge papa Tshisekedi a Koufi, Bapanzi, Matanga, maintenant Bakundi et Bembete. Mais ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Hein. Comment celui qu'on veut appeler, qu'on veut ériger en héros, qui le mérite pas, mais il a une famille, il a des enfants, il meurt. Et il a une histoire. Il a une histoire. Plus de 50 ans d'histoire, il meurt. Et on n'est même pas capable de lui réserver des obsèques dignes. Et son corps traîne ici en Belgique. Pendant ce temps, j'apprends que son fils circule à gauche, à droite. Je n'ai même pas vu avec un bandeau noir pour montrer qu'il est en deuil. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Donc, Tshisekedi, l'UDPS qui a pris part au rassemblement, eh bien, maintenant que Tshisekedi est parti, mais Kabila n'a plus d'adversaire devant lui, pourquoi voulez-vous qu'il cède? Il n'a plus d'opposant, il n'a plus rien. Son opposant le plus irréductible, c'était Tshisekedi, qui est mort. Pourquoi voulez-vous qu'il change? Tous les autres, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est corrompu, avec un peu d'argent, hein, avec un peu de menaces, et l'affaire est bouclée. Donc, il ne faut pas s'attendre à un déblocage de la situation. Le conférencier du jour, le docteur Papadona, dit que voilà, on va aller aux élections, qu'il y aura des négociations. Mais il va négocier avec qui? Et quand vous négociez, vous devez négocier en position de force. Quelles sont les forces dont vous disposez pour pouvoir négocier avec Kabila? Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, et il a l'argent. Et il a le soutien des sociétés minières. Parce qu'il a signé plus de 660 contrats miniers. Il a signé plus de 660 contrats miniers. Je crois que c'est vous qui avez posé la question. 40% des terres congolaises arables ont été vendues. 25% de la forêt équatoriale ont été vendues. Mais alors, pourquoi voulez-vous qu'ils partent? Hein? On dit à mouton docile, loup glouton. Mais vous êtes tous dociles, vous vous agenouillez devant lui. Il ne va pas céder. Hein. Vous avez été pertinent. Un mot pour la diaspora, parce que la diaspora est perdue. La diaspora est orpheline. Dites-moi, quel est votre mot de la fin pour que les gens se réveillent un peu? Mais c'est à la diaspora qui voit clair. Parce que le Congo, vu depuis l'étranger, c'est comme ce qu'on appelle en journalisme l'effet miroir. C'est-à-dire que vous regardez à travers un miroir avec un effet grossissant. Donc, le discours qui est prononcé à Kinshasa par les hommes politiques, les faits qui se déroulent à Kinshasa, ici en Europe, sont mieux décryptés. Parce que nous disposons des moyens de contrôle, d'analyse des événements au Congo. Donc, c'est à la diaspora qui est au courant de ce qui se passe au Congo. C'est à la diaspora qui est censée connaître l'histoire, la véritable histoire du Congo. Parce que le Congo est un pays à nul autre pareil. C'est à la diaspora de faire pression, de s'organiser et de chasser l'occupant, c'est-à-dire de mettre fin à l'occupation. Or, j'entends ici dans l'opposition des gens qui parlent de solutions politiques comme aujourd'hui. Il n'y a pas de solution politique. Donc la diaspora doit se réunir, prendre conscience, mettre les moyens ensemble. La diaspora congolaise, ici au Congo, il y a aussi en Europe, je crois, en Europe, aux États-Unis, en Asie, il doit y avoir entre 8 et 10 millions de Congolais. Donc la diaspora représente tout un pays. C'est pratiquement la population de la Belgique, hein, qui se trouve à l'extérieur. Si un Congolais mettait 1 euro dans une caisse commune par mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il aurait cotisé 12 millions, multiplié par les 80 qui sont ici, ça nous fait plus de pratiquement 96 millions. Mais il y a de quoi financer des opérations. Il y a de quoi financer une opération de chasser l'occupant. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les négociations, le conclave, et le dialogue, et les concertations, tout cela a échoué. Et cela fait plus de 15 ans qu'on nous traîne dans la forêt, dans la brousse, dans la boue, comme des chèvres enchaînées. Il faut arrêter avec ce discours de dialogue, de concertation et d'élection et de négociation. C'est fini. Merci infiniment. Vous avez été très éloquent. Merci à vous. Je vous en prie. Il faut arrêter.